The Truman Show, réalisé par Peter Weir en 1998 sur un scénario d'Andrew Niccol, est l'un de ces films qui semble avoir été tourné non pas pour leur époque, mais contre elle. Un objet faussement aimable, lumineux, presque familial, avec Jim Carrey en chemisette pastel qui cache sous son vernis de comédie existentielle une machine philosophique d'une cruauté délicieuse. Le film raconte l'histoire de Truman Burbank, un homme ordinaire vivant à Sea Haven, petite ville parfaite, propre, polie, sans angle mort apparent. Il a une femme souriante, un meilleur ami fidèle, un travail d'assureur, une peur panique de l'eau, un voisinage impeccable. Sauf que tout est faux. Sea Haven est un immense plateau de télévision. Sa femme est une actrice, son meilleur ami est un acteur, sa vie entière est une émission diffusée 24 heures sur 24 depuis sa naissance. Truman n'est pas seulement surveillé, il est scénarisé, cadré, monté en direct. Il est le premier homme entièrement digéré par le spectacle. Le film pourrait se résumer comme une fable sur la télé-réalité avant l'explosion de la télé-réalité. Mais ce serait trop petit. The Truman Show est aussi un film sur le cinéma lui-même, sur Dieu en réalisateur, sur le spectateur comme complice, sur l'enfance comme décor truqué, sur la banlieue américaine comme aquarium moral, sur le mensonge confortable et sur ce moment rare où un personnage décide de sortir du blanc. C'est un film de science-fiction sans vaisseau spatial, un film carcéral sans barreaux, un mélodrame sans mélodrame apparent, une satire du capitalisme télévisuel, une variation moderne de Platon, Kafka, Capra, Hitchcock, Foucault, Debord, Disney, Orwell et même le magicien d'Oz. Rien que ça. Un gâteau à étage, mais avec une caméra cachée dans la cerise. Pour comprendre The Truman Show, il faut d'abord replacer le film dans la carrière de Peter Weir. Weir est un cinéaste australien obsédé par les communautés fermées, les espaces séparés du réel, les mondes où une règle invisible organise les comportements. Dans Picnic à Hanging Rock en 1975, des jeunes filles disparaissent dans un paysage qui semble absorber le rationnel. Dans Witness en 1985, un policier américain se retrouve dans une communauté amish, monde parallèle au cœur même des États-Unis. Dans Le Cercle des poètes disparus, une école devient une mini-société ritualisée avec ses codes, son autre théâtre d'autorité, ses murs invisibles. Dans Fearless, Jeff Bridges survit à un accident d'avion et revient au monde comme s'il avait quitté la réalité ordinaire. Plus tard, dans Master and Commander, un navire devient un univers entier clos sur l'océan. Ware filme donc souvent des personnages enfermés dans des systèmes, mais il ne les filme pas comme des prisonniers classiques. Il les filme comme des êtres qui sentent, peu à peu, que le réel a une couture mal reprise. Truman appartient à cette lignée. Il n'est pas enfermé dans une prison de béton, mais dans un excès de familiarité. Sa cellule est une carte postale, son geôlier lui offre un ciel bleu. C'est là que le film devient génialement pervers. Sea Haven n'a pas l'air d'une dystopie, elle a l'air d'une brochure immobilière. Andrew Niccol, scénariste de The Truman Show, venait de réaliser Bienvenue à Gattaca en 1997. Ce n'est pas un détail, les deux films se répondent presque comme deux panneaux d'un même diptyque. Dans Gattaca, le monde est contrôlé par le code génétique. Dans The Truman Show, il est contrôlé par le code télévisuel. Dans les deux cas, un individu tente d'échapper au destin que la société a écrit pour lui. Vincent Freeman veut échapper à son ADN. Truman Burbank veut échapper à son scénario. Nicole est un grand scénariste de la dépossession moderne. Ses personnages ne possèdent plus leur identité. Elle a été produite ailleurs, par un laboratoire dans Gattaca, par une chaîne de télévision dans The Truman Show, par l'industrie de l'image dans Simone, par le trafic d'armes mondialisé dans Lord of War. Le génie de The Truman Show, c'est que Truman n'est pas un héros rebelle au départ. Il n'est pas Néo, il n'est pas Descartes, il n'est pas un enquêteur paranoïaque. C'est un type poli, souriant, attachant, programmé pour dire bonjour à ses voisins avec une régularité de coucou suisse ou Prozac. Sa rébellion commence donc dans l'infime. Un projecteur qui tombe du ciel, une fréquence radio qui décrit ses mouvements, un ascenseur qui laisse voir les coulisses, un figurant qui ressemble à son père mort. Des répétitions, des automatismes, des trajets impossibles, des événements trop bien placés. Le film ne raconte pas une révolution, il raconte une fuite de sens. Le monde commence à suinter l'artifice par petites fissures. Le choix du décor est essentiel. Le film a été tourné en grande partie à Seaside, en Floride, ville réelle conçue selon les principes du New Urbanisme, avec ses maisons pastel, ses rues propres, son architecture néo-traditionnelle, son urbanisme de rêve communautaire. Sea Haven ressemble à l'Amérique telle qu'elle aime se vendre, blanche, ordonnée, ensoleillée, familiale, sans pauvreté visible, sans conflit social apparent, sans saleté, sans histoire. C'est le village de Capra, passé dans une centrifugeuse publicitaire, une Amérique de catalogue, où même les angoisses ont été repeintes en bleu ciel. On pense à La vie est belle de Frank Capra, bien sûr, avec sa petite ville comme théâtre moral. Mais chez Capra, la communauté sauve Georges Bailey. Chez Ware, la communauté est le mensonge. Capra croit encore au tissu social. Ware montre un tissu synthétique. On pense aussi à Pleasantville, sorti la même année, où deux adolescents se retrouvent dans une sitcom américaine en noir et blanc.
Mais Pleasantville travaille l'idée d'un monde figé qui découvre le désir et la couleur. The Truman Show, lui, travaille un monde coloré mais mort, saturé de lumière mais vide d'authenticité. Sea Haven, c'est l'inverse d'un labyrinthe gothique. Pas de château, pas de souterrain, pas de brume. La prison est horizontale, avenante, balnéaire. Elle sent la pelouse tondue et le café sponsorisé. C'est une cage sans ombre, ce qui est peut-être la pire des cages. Le choix de Jim Carrey est l'une des grandes intuitions du film. À l'époque, Carrey est surtout associé à la comédie élastique. Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, Menteur Menteur. Il est l'homme visage, l'acteur caoutchouc, celui dont le corps semble possédé par une grammaire cartoon. Or, The Truman Show utilise cette énergie, mais la retourne. Truman est un personnage qui vit dans une comédie, mais qui ne sait pas qu'il est le héros d'une comédie. Sa gestuelle joyeuse, ses mimiques, ses salutations, son fameux In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night fonctionnent au début comme des gimmicks sympathiques, puis progressivement ils deviennent tragiques. Ce qui était charmant devient conditionnement. Carré joue donc un homme qui a été dressé à être aimable. C'est bouleversant parce que son sourire a une double nature. Il est sincère chez Truman, mais exploité par le dispositif. Le film transforme l'énergie comique de Carré en symptôme. Le clown découvre le chapiteau. Il y a là quelque chose de très proche de Jerry Lewis, autre corps comique dont la monstruosité gestuelle pouvait basculer vers le malaise. On pourrait aussi évoquer Chaplin, mais pas le Chaplin sentimental qu'on convoque à tout bout de champ, plutôt le Chaplin de les temps modernes, celui dont le corps est absorbé par la machine. Truman, lui, n'est pas avalé par les engrenages industriels, mais par les engrenages audiovisuels. Et bien sûr, avec le recul, ce rôle annonce la suite plus mélancolique de Carré. Man on the Moon, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, I Love You Philip Morris, The Truman Show est le moment où l'acteur comique révèle que derrière la grimace, il y avait un gouffre bien éclairé. Face à Truman, il y a Christophe, incarné par Ed Harris. Le nom est déjà un programme. Christophe, puis presque Christ, mais avec quelque chose de faux, de manufacturé, de corporate, un Christ de régie, un démiurge en col roulé, un dieu qui parle dans un micro. Christophe est l'un des grands monstres calmes du cinéma américain des années 90. Il n'a pas besoin de hurler. Il croit sincèrement aimer Truman, et c'est précisément cela qui le rend terrifiant. Il ne se voit pas comme un bourreau, il se voit comme un protecteur. Il a remplacé la liberté par la sécurité, la vérité par la cohérence narrative, la vie par une audience. Il y a chez lui une dimension Hitchcockienne évidente. Comme Hitchcock, il contrôle le cadre, le suspense, le regard du public. Mais là où Hitchcock est un artiste qui manipule des personnages de fiction, Christophe manipule un être réel. Il franchit la frontière morale que le cinéma maintient habituellement par convention. Christophe est aussi un avatar du Big Brother d'Orwell, mais débarrassé de son esthétique totalitaire classique. Pas d'affiches menaçantes, pas de slogan militaire, son autorité est douce, maternante, enveloppante. Elle vend du bonheur, elle n'opprime pas au nom de l'État, mais au nom du divertissement. On peut aussi le reprocher de Mabuse chez Fritz Lang, figure du maître invisible qui tire les fils à distance. Mais Christophe n'est pas un criminel expressionniste dans les ténèbres, il est un producteur de prime time, c'est Mabuse avec un casque audio. Le moment le plus glaçant du film est peut-être celui où Christophe caresse l'image de Truman sur un écran géant. Ce geste est obscène sans être sexuel. Il dit toute la logique du film. Truman est un enfant, un produit, un fils, un acteur involontaire, une propriété affective. Christophe ne possède pas seulement son image, il croit posséder son âme. La grande beauté formelle de The Truman Show, c'est qu'il est filmé comme une télévision qui rêve d'être du cinéma et comme du cinéma qui démonte la télévision. Peter Weir et son chef opérateur, Peter Bizyou, utilisent toute une grammaire de caméra cachée. Objectif déformant, angle impossible, vue depuis des objets, caméra déplacée dans un bouton, une poubelle, un miroir, une radio, une horloge. Le film nous oblige à regarder Truman comme le regardent les spectateurs de l'émission. Nous devenons complices. Le spectateur de cinéma devient spectateur de télévision à l'intérieur même du film. C'est très malin parce que le film ne se contente pas de dénoncer le voyeurisme, il nous le fait pratiquer. Nous regardons Truman souffrir, douter, aimer, avoir peur, comme les spectateurs fictifs le regardent. Le film nous place dans une position inconfortable. On veut qu'il s'échappe, mais on profite aussi du spectacle de son enfermement. Il y a ici un lien direct avec Fenêtre sur cour d'Hitchcock. James Stewart observe ses voisins depuis son appartement, et le film transforme le regard en enquête, puis en faute morale. Dans The Truman Show, le monde entier regarde par la fenêtre, sauf que la fenêtre est devenue une industrie. On pense également à Le Voyeur de Michael Powell, film maudit où la caméra devient instrument de prédation. Chez Powell, filmer peut tuer, chez Ware, filmer peut empêcher de vivre. Le film dialogue aussi avec Network de Sidney Lumet, grande satire de la télévision américaine où l'individu est broyé par l'audience. Mais Lumet filme une télévision hystérique, nerveuse, cynique. Ware filme une télévision pastorale, calme, presque religieuse. Network hurle, The Truman Show sourit. La référence philosophique la plus évidente est bien sûr l'allégorie de la caverne de Platon.
Truman vit dans une caverne moderne, mais les ombres projetées sur le mur ont été remplacées par des voisins, des produits ménagers, des bulletins météo et des arcs narratifs. Il croit voir le réel, mais il ne voit qu'une représentation fabriquée. Toute sa quête consiste à se retourner vers la source de l'illusion. Mais la modernité du film, c'est que Truman n'est pas seulement prisonnier des images, il est l'image centrale. Dans la caverne de Platon, les prisonniers regardent des ombres. Dans The Truman Show, Truman est l'ombre que les autres regardent. Le film opère donc un renversement cruel. Truman est à la fois prisonnier et spectacle. Il est enfermé dans un monde faux pour que d'autres, supposément libres, puissent ressentir quelque chose de vrai devant leur écran. Cela rejoint évidemment Guy Debord et la société du spectacle. Le réel est remplacé par sa représentation et les relations humaines sont médiatisées par des images. Mais le film va plus loin dans l'ironie. Le spectacle vend Truman comme l'homme authentique par excellence. Il est célèbre parce qu'il est censé être vrai. Or, cette vérité repose sur un mensonge total. La marchandise suprême dans le film, c'est donc l'authenticité. Ce paradoxe est encore plus brûlant aujourd'hui. Influenceurs, vlogs, stories, live, caméras embarquées, mise en scène permanente du quotidien. The Truman Show annonçait un monde où la spontanéité devient un format, où l'intime devient un contenu, où la vie privée est moins supprimée que volontairement convertie en capital symbolique. Truman est victime de ce système sans l'avoir choisi. Notre époque parfois semble avoir signé le contrat en bas de page sans le lire. On peut également lire le film à travers le panoptique, ce modèle de prison théorisé par Bentham, puis analysé par Foucault dans Surveiller et punir. Le principe est simple, le prisonnier ne sait jamais s'il est observé, donc il finit par intérioriser la surveillance. Dans The Truman Show, la surveillance est encore plus radicale. Truman ignore même qu'il peut être surveillé. Il n'intériorise pas la surveillance comme un prisonnier conscient du système. Il intériorise le monde lui-même. Il ne se croit pas observé, il se croit simplement vivant. C'est là que le film est plus cauchemardesque que beaucoup de dystopies explicites. Dans 1984, Winston Smith sait qu'il vit sous oppression. Dans Brasil de Terry Gilliam, l'absurdité bureaucratique est visible. Dans The Truman Show, l'oppression a pris la forme du quotidien heureux. La prison idéale n'est pas celle dont on ne peut pas sortir, c'est celle dont on ne pense même pas à chercher la sortie. Autour de Truman, les personnages secondaires sont autant de fictions narratives. Meryl, sa femme, incarnée par Laura Linney, est extraordinaire parce qu'elle ne joue jamais complètement une épouse. Elle joue une actrice qui joue une épouse et qui bascule régulièrement en publicité. Son sourire est parfait, mais trop parfait. Elle est toujours à deux doigts de présenter un ustensile de cuisine pendant une crise conjugale. Laura Linney donne au personnage une rigidité fascinante. Meryl est moins une personne qu'un spot publicitaire ambulant. Elle incarne le mariage comme placement de produit. La scène où elle brandit un produit en pleine tension domestique est un petit chef-d'œuvre de malaise comique. Le foyer devient studio, l'intime devient réclame, la dispute devient opportunité commerciale. Marlon, le meilleur ami, est plus tragique. Il est le faux frère, le faux confident, celui qui vend la sincérité la plus profonde. Sa célèbre phrase sur le fait qu'il ne mentirait jamais à Truman est d'autant plus cruelle qu'elle est prononcée sous la dictée de Christophe. L'amitié elle-même est ventriloquée. Puis il y a Sylvia, ou Lorraine, la femme qui tente de réveiller Truman. Elle est la faille romantique, mais pas seulement. Elle représente la possibilité d'un amour non scénarisé. Le film ne la réduit pas à une muse, elle est celle qui refuse le dispositif, qui regarde Truman non comme un personnage, mais comme une personne. En cela, The Truman Show est aussi un mélodrame. L'amour y est moins une passion qu'une preuve ontologique. Aimer vraiment quelqu'un dans ce film, c'est refuser qu'il soit un contenu. L'un des coups les plus noirs du film est la manière dont le système fabrique la peur de Truman. Pour l'empêcher de quitter Sea Haven, Christophe orchestre la mort apparente de son père lors d'une sortie en mer. Cette scène traumatique installe chez Truman une phobie de l'eau. Autrement dit, le dispositif ne se contente pas de construire son décor, il construit son inconscient. On entre ici dans une zone presque psychanalytique. Le père mort devient un outil de contrôle. Le trauma est utilisé comme barrière géographique. La mer n'est pas seulement une limite physique, elle est une limite psychique. C'est une idée d'une violence folle. Pour maintenir Truman prisonnier, on ne lui met pas une chaîne au pied, on lui met une peur dans la tête. La réapparition du père des années plus tard est l'un des premiers grands bugs du système. Le refoulé revient dans le champ. La mort sort du décor. Le passé, que Christophe croyait maîtriser, fait retour sous forme de figurant égaré. On pense ici à Vertigo d'Hitchcock, l'identité fabriquée, le trauma manipulé, la mise en scène de la mort, l'homme prisonnier d'une image. Mais chez Hitchcock, Scotty est victime de son obsession. Chez Ware, Truman est victime de l'obsession des autres. 1998-1999 est une période fascinante pour le cinéma américain. Autour de Truman Show, plusieurs films interrogent la réalité fabriquée. Dark City d'Alex Proyas sort en 98. Un homme découvre que sa ville est manipulée par des entités qui modifient les souvenirs et l'architecture. Pleasantville, la même année, explore l'enfermement dans une fiction télévisuelle.
Existence de Cronenberg en 99 brûle les niveaux de réalité à travers le jeu vidéo organique. Matrix en 99 toujours transforme le monde entier en simulation informatique. Tous ces films disent quelque chose de la fin du XXe siècle. Le réel devient suspect. Le monde visible pourrait être un décor, un programme, une fiction, une interface. Le cinéma américain sent venir Internet, la télé-réalité, la virtualisation, la surveillance diffuse, la vie convertie en données. Mais The Truman Show reste singulier parce qu'il n'a pas besoin de noirceur cyberpunk. Pas de cuir noir, pas de pluie acide, pas de câble dans la nuque. La simulation est en cardigan, la dystopie a des rideaux assortis. C'est ce qui la rend presque plus effrayante. Là où Matrix offre une mythologie de l'élu, The Truman Show offre une mythologie du banal. Truman n'a pas de kung-fu, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas Morpheus. Il a une intuition, un amour ancien et une envie ridicule et sublime d'aller aux Fidji. On pourrait croire que le film oppose simplement le noble cinéma à la vilaine télévision, ce serait trop confortable. Car The Truman Show est un film de cinéma qui utilise les outils de la télévision pour nous capturer. Il critique le voyeurisme, mais il en tire sa tension dramatique. Il dénonce l'exploitation de Truman, mais nous fait aimer Truman à travers cette exploitation. Il montre le public de l'émission comme naïf, ému, accro, mais nous place exactement dans sa position. C'est là sa grande intelligence morale. Le film ne dit pas regardez ces imbéciles qui regardent Truman, il dit plutôt regardez-vous en train de regarder Truman. Ce dispositif rappelle certains gestes de Brecht, dans la mesure où le film produit une distance critique. Mais Ware n'est jamais froid. Il garde l'émotion, il ne casse pas l'identification, il la rend suspecte. C'est plus pervers, plus élégant. Le film fonctionne donc à deux niveaux contradictoires. On veut la libération de Truman, mais on ne veut pas que le film s'arrête. Or, c'est précisément ce que signifie sa libération, la fin du spectacle. Quand Truman sort, le public fictif applaudit, puis deux agents de sécurité demandent qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ce gag final est terrible. La libération d'un homme devient un programme terminé. On zappe. Le spectacle meurt, mais l'appétit demeure. Le film nous laisse avec cette nausée miniature. Nous avons pleuré pour Truman, puis nous sommes prêts à regarder autre chose. La musique joue un rôle capital. La partition est principalement signée Burkhard Dalwitz, avec des morceaux de Philip Glass, dont la présence musicale donne au film une dimension presque liturgique. Glass, avec ses motifs répétitifs, ses boucles, ses montées hypnotiques et un choix parfait. Sa musique évoque à la fois le sacré, la machine, l'obsession, le mouvement circulaire. Elle dit quelque chose du monde de Truman, une existence en boucle qui cherche une sortie verticale. L'utilisation de glace donne aux scènes de prise de conscience une puissance métaphysique. On n'est plus seulement dans la satire médiatique, on est dans une élévation, la quête de Truman devient presque spirituelle. Il y a même une ironie supplémentaire. Glass apparaît brièvement dans le film, dans la régie, comme musicien du dispositif. La musique qui nous émeut appartient aussi à la machine qui enferme Truman. Encore une fois, le film refuse l'innocence, même la beauté est complice. La séquence finale est l'une des plus belles fins du cinéma américain des années 90. Truman affronte la mer. C'est le retour au trauma originel mais inversé. Là où l'eau avait été utilisée pour le maintenir enfant, elle devient le passage vers l'âge adulte. Christophe déclenche une tempête artificielle. Il préfère tuer son héros plutôt que perdre son émission. Le Père Dieu révèle sa vraie nature, un créateur prêt à sacrifier sa créature pour sauver son œuvre. Puis Truman atteint le bord du monde. Son bateau heurte le mur peint du ciel. Image absolument inoubliable. L'horizon n'était qu'un décor, la transcendance avait une conclusion. Moment renvoie au Magicien d'Oz, quand le rideau tombe et révèle l'homme derrière la machinerie. Il renvoie aussi au décor de studio de cinéma classique, à ces ciels peints de la MGM ou de la Paramount, à tout un âge d'or hollywoodien où le faux était assumé comme artifice poétique. Sauf qu'ici, le faux n'est pas un acte esthétique. C'est une escroquerie existentielle. Truman monte alors l'escalier. Il y a une porte dans le ciel. C'est une image simple, presque naïve, mais immense. Le décor devient métaphysique. Le studio devient monde. La sortie devient naissance. Christophe, lui, parle depuis le ciel, littéralement. Il tente une dernière fois de le retenir. Dehors, il n'y a plus de vérité, pas moins de mensonges, pas moins de danger. Et il n'a pas entièrement tort. C'est ce qui rend la scène plus belle. Christophe ment, mais son mensonge contient une part de vérité. Le monde réel n'est pas pur, il n'est pas garanti, il ne promet rien. Mais la liberté n'a jamais promis le bonheur. Elle promet seulement que la douleur ne sera pas scénarisée par quelqu'un d'autre. Truman salue une dernière fois, reprend sa formule, transforme son gimmick en acte souverain, puis sort. C'est bouleversant parce qu'il ne tue pas Christophe, ne détruit pas le studio, ne prononce pas de grands discours, il quitte le cadre. Et au cinéma, quitter le cadre est parfois l'acte politique suprême. Truman est un personnage de conte philosophique. Son nom est transparent, True Man, l'homme vrai. Mais c'est un nom ironique, puisqu'il vit dans le faux. Il est l'homme vrai produit par le mensonge.
On peut le rapprocher de Pinocchio. Pinocchio est un pantin qui veut devenir un vrai petit garçon. Truman est un vrai garçon traité comme un pantin. Le trajet est inversé, mais la question est la même. Qu'est-ce qui fait qu'un être devient pleinement humain? On peut le rapprocher de Neo dans Matrix, mais sans la mythologie héroïque. Neo avale une pilule rouge, Truman accumule des soupçons. Neo découvre une simulation technologique, Truman découvre une simulation médiatique. Neo sort par la science-fiction, Truman sort par le mélodrame, le courage et la voile. On peut le reprocher d'Adam, vivant dans un paradis fabriqué par un dieu jaloux. Si Haven est un Éden sans serpent, puisque Christophe a essayé de supprimer toute tentation. Sylvia devient alors la figure de la connaissance, celle qui introduit le doute, donc la possibilité de la chute. Mais ici, être chassé du paradis est une victoire. On peut enfin le rapprocher de Charlot, silhouette fragile prise dans une organisation trop grande pour lui. Sauf que Charlot marche vers l'horizon. Truman, lui, découvre que l'horizon est peint, puis il marche quand même. Le film est aussi une critique féroce du capitalisme médiatique. Sea Haven est entièrement financé par le placement de produits. Comme Truman ne peut pas avoir de coupure publicitaire, les publicités doivent être intégrées à sa vie. C'est l'une des idées les plus brillantes du film. Dans un monde où tout est spectacle, il n'y a plus de séparation entre sa vie privée et marché. La cuisine, le mariage, l'amitié, le deuil, le travail, tout devient support promotionnel. Meryl ne vend pas seulement un produit, elle vend l'idée que même le couple peut devenir une vitrine. Marlon ne vend pas seulement une marque de bière, il vend une version consommable de l'amitié masculine. On pense évidemment à The Live de John Carpenter, autre grande satire de la publicité comme Aliénation. Dans The Live, il faut des lunettes spéciales pour voir les messages cachés du capitalisme. Obey, consume, marry and reproduce. Dans The Truman Show, Truman n'a pas de lunettes, il doit apprendre à voir par lui-même. La différence est passionnante. Carpenter est frontal, punk, paranoïaque. Ware est feutré, souriant, presque élégant. Mais les deux films racontent une même horreur. Le monde quotidien est colonisé par des injonctions invisibles. L'un des aspects les plus troublants du film est la distribution de la culpabilité. Christophe est évidemment le grand responsable. Les acteurs aussi participent au mensonge. La chaîne exploite Truman. Les spectateurs regardent. Mais le film évite le simplisme. Beaucoup de spectateurs fictifs aiment réellement Truman. Certains sont émus. Certains veulent qu'il s'échappe. Sylvia milite pour sa libération. Le public n'est pas un bloc monstrueux. C'est là que le film touche juste. Les systèmes les plus violents ne fonctionnent pas seulement parce qu'ils sont imposés par des méchants. Ils fonctionnent parce qu'ils offrent du confort, de l'émotion, du lien, de la routine. Les gens regardent Truman parce qu'il accompagne leur solitude. Ils l'aiment, mais cet amour est rendu possible par son enfermement. Le film pose donc une question très désagréable. Peut-on aimer quelqu'un à travers un dispositif qui le détruit? C'est une question qui dépasse la télévision. Elle concerne le cinéma documentaire, les réseaux sociaux, les médias d'information, le true crime, les images de guerre, la consommation de l'intime. À quel moment regarder devient participer? À quel moment l'empathie devient prédation douce? Ce Truman Show a souvent été qualifié de prophétique. Le mot est un peu usé, mais dans ce cas, il n'est pas volé. Le film annonce plusieurs évolutions majeures. 1. La télé-réalité comme spectacle ordinaire. 2. La surveillance permanente comme environnement naturel. 3. La marchandisation de l'intime. 4. L'obsession de l'authenticité médiatisée. 5. La confusion enfin entre être soi et être vu. 6. Le monde comme décor potentiellement falsifié. Et 7. La créateur de contenu comme micro-Christophe de lui-même. Mais le film résiste à l'obsolescence parce qu'il ne se réduit pas à une prédiction technologique. Il touche à une angoisse plus ancienne. Comment savoir si sa vie nous appartient vraiment? Cette question existait avant la télévision. Elle traverse Calderon avec La vie est un songe, Descartes avec le doute radical, Kafka avec les institutions absurdes, Pirandello avec l'identité comme rôle social. Ce Truman Show modernise cette angoisse en la plaçant dans le plus banal des objets, une émission télévisée. Le film est donc à la fois très daté et intemporel. Très années 90 dans son esthétique médiatique, intemporel dans son vertige. Une chronique cinéphile comme celle-ci doit aussi accepter de gratter la peinture fraîche. On pourrait reprocher au film une certaine simplicité dans son opposition entre l'artifice et la vérité. La sortie de Truman est magnifique, mais le monde extérieur reste abstrait. On ne sait presque rien de ce qui l'attend. Le film préfère le geste symbolique aux conséquences concrètes. C'est une force poétique, mais aussi limite dramatique. On pourrait aussi dire que Sylvia est moins développée que Truman et Christophe. Elle est davantage une promesse qu'un personnage pleinement autonome. Elle incarne la sortie comme l'amour vrai, la résistance au système, mais le film ne lui donne pas une densité équivalente à celle du duo central. Enfin, le film reste relativement pudique sur la violence juridique, économique et sexuelle du dispositif. Truman a été filmé toute sa vie, dans son intimité absolue, sans consentement. Le film le suggère, mais ne plonge jamais vraiment dans l'abîme éthique complet. Il choisit la fable plutôt que l'horreur clinique.
Mais ses limites sont aussi liées à son équilibre. The Truman Show n'est pas un film de cauchemar pur, c'est une comédie métaphysique, une satire lumineuse, une parabole accessible. Sa force vient justement de ce dosage, assez sombre pour hanter, assez clair pour être populaire. The Truman Show est un grand film parce qu'il réussit une opération rare, faire tenir une réflexion vertigineuse dans une forme limpide. Il parle de Platon, Debord, Foucault, Orwell, du cinéma classique, de la télévision, du capitalisme, de Dieu, de la liberté, du regard, mais sans jamais devenir un traité. Il reste une histoire simple. Un homme veut savoir pourquoi son monde sonne faux. C'est peut-être là son secret. Le film ne nous demande pas seulement de condamner Christophe, il nous demande de reconnaître nos propres si haven, les décors rassurants, les récits qu'on accepte, les cages confortables, les rôles qu'on joue parce qu'ils nous précèdent. Truman ne devient pas libre parce qu'il découvre toute la vérité, il devient libre parce qu'il préfère l'incertitude vraie au mensonge parfaitement éclairé. À son dernier salut, au sublime, parce qu'il reprend l'arme du spectacle pour s'en défaire, il offre à son public une dernière phrase, une dernière courbette, une dernière image, puis il disparaît. Le héros du plus grand show du monde accomplit alors le geste que le spectacle redoute et le plus. Il cesse d'être visible. Et le cinéma, pendant quelques secondes, nous laisse face à une porte ouverte dans le ciel. Pas une réponse, une sortie.